Hello, aujourd'hui on va parler d'un problème assez courant rencontré parfois sur les systèmes d'information où il s'agit de répliquer des données entre différentes bases de données et si possible en continu. Donc déjà on va se poser la question de pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin de faire ce genre de choses. Donc je vais poser la question. Alors pourquoi serait-il utile de pouvoir répliquer en temps réel des données lorsqu'elles sont mises à jour sur une base de données relationnelles par exemple, on va dire MySQL. Hop, j'ai fait une petite coquille. Par exemple, dans une autre base de données, comme PostgreSQL par exemple. Donc vous voyez, pas le même produit. Et que chaque mise à jour soit envoyée sur l'autre base de données distante. Explique et donne cinq bénéfices. Alors, on va même faire mieux. 5 cas d'utilisation et ses bénéfices. Alors, on va voir si j'ai bien posé la question. Il y a toujours des surprises avec les prompts. Déjà, je vois qu'il y a une réponse où j'ai mal dû m'exprimer. Alors, la réplication en temps réel de données de référence base de données relationnelles comme MySQL vers PostgreSQL peut être utile dans de nombreux scénarios. Voici une explication et 5 cas d'utilisation. La réplication en temps réel permet de maintenir une copie synchronisée des données entre deux ou plusieurs bases de données potentiellement de types différents. Chaque modification, insertion, mise à jour, suppression, oui, c'est ça qu'on veut. Effectuer sur la base de données source est immédiatement propagée vers la base de données cible, assurant ainsi une cohérence de données entre les systèmes. Donc, haute disponibilité et reprise des cas donc ça va pas être ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, je vais zapper. Équilibrage de charge, non, ce n'est pas ce qui va m'intéresser. Migration de base de données, oui, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ah, et là, ça m'intéresse. Analyse de données et reporting, cas d'utilisation, réplication de données opérationnelles vers une base de données dédiée à l'analyse. Voilà, c'est exactement ça qu'on va traiter aujourd'hui. Séparation des charges de travail analytiques et opérationnelles. Donc, opérationnel, ça veut dire que le logiciel qui fonctionne envoie ses données, évidemment, dans sa base de données, et que le travail analytique, lui, se déroule sur une autre base de données. Comme ça, on ne mélange pas les gens et surtout, on n'impacte pas les performances de l'application qui tourne. Possibilité d'optimiser la base de données analytique pour les requêtes complexes, oui, exact. Donc avec le positionnement de bon index ou de vue matérialisée ou de choses comme ça, on peut accéder à des niveaux de performance qui sont attendus pour la partie analytique, mais qui ne sont pas nécessaires sur la partie relationnelle. Donc là, vraiment, on peut faire un design super adapté. Accès en temps réel aux données pour la prise de décision. Oui, donc là, c'est la partie Real-Time Analytics, donc, dont on va aussi parler aujourd'hui. Donc le point 4, super, hein, c'est vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui. Intégration des systèmes hétérogènes en cas d'utilisation, synchronisation des données entre différents systèmes d'entreprise, utilisant des bases de données distinctes. Oui. Cohérence, facilitation de l'intégration de nouveaux systèmes ou applications, amélioration de la qualité globale des données de l'entreprise. Oui, parce que du coup, avec ça, on peut les distribuer, faire du data mesh et regarder si les données sont intègres entre plusieurs morceaux du système d'information. La réplication en temps réel entre différentes bases de données offre une flexibilité accrue dans l'architecture des systèmes d'information. Donc voilà, flexibilité, tout en assurant la cohérence et la disponibilité des données. Elle permet aux entreprises de tirer parti des forces des différents systèmes de gestion de bases de données tout en minimisant les risques liés à la dépendance à un seul système. Super. Donc aujourd'hui, ce qu'on va creuser, c'est le point 4, l'analyse. Donc dans une vie précédente, j'étais DBA Oracle.
Et une des solutions que je n'ai pas eu l'opportunité de mettre en œuvre, mais que j'avais bien fouillé, c'était Golden Gate. Donc Golden Gate, voilà, hein, donc Real-Time Data Mesh, et qui utilise la réplication d'un système vers un autre. Et ce qui était super, c'était que voilà, donc on stream les datas, mais on pouvait streamer par exemple de Oracle vers SQL Server ou vers d'autres systèmes. On n'était pas coincé sur une seule base de données. Et donc ça, c'était vraiment super intéressant, quoi. Voilà, Oracle and non-data. Voilà. Data intégration, donc voilà, c'était ça qui était vraiment magique, franchement génial. Et la connectivité avec des plateformes, donc à l'époque je n'avais pas Kafka, mais Kafka, les bases NoSQL, très important à mentionner également, Hadoop, etc. Et donc le concept de base de tout ça, c'est les Streaming Data Pipelines. C'est-à-dire qu'on va construire un pipeline et après on va créer un canal et ensuite on va distribuer la donnée. Donc ça c'était un super produit, franchement ça donnait vraiment envie, mais le problème c'est qu'il y a la case pricing et que donc tout ça, voilà, c'est pas gratuit. Donc là aujourd'hui on va faire ça, mais uniquement avec de l'open source. Donc j'ai commencé à préparer un article, exceptionnellement on va attaquer l'article parce que j'ai préparé quelques éléments pour nous positionner sur un exemple très concret, et puis après on ira sur une démonstration. Donc le teaser, qu'est-ce qu'on a? En fait on a une équipe A, et là oui, là on va se concentrer sur le fait qu'on a des équipes qui sont en couplage faible, c'est-à-dire que chaque équipe peut avancer à la vitesse qu'elle veut, sur la stack qu'elle veut, sur les infrastructures qu'elle veut, voire sur les data centers de son choix. Et nous, notre objectif, ça va être de faire collaborer tous ces gens, toutes ces données ensemble, sans impacter ni l'un ni l'autre, et qu'il n'y ait pas de compromis à faire. C'est-à-dire que chaque équipe va être au maximum de son potentiel et de ses performances. Donc c'est parti. L'équipe A pousse ses données dans une base de données. Imaginons, elle a développé un logiciel ou un progiciel d'ailleurs. Elle envoie ses données sur MySQL, on continue toute la journée au gré des interactions avec ses clients. Donc là, la partie importante, c'est qu'ils ont un logiciel propre à eux. Donc on ne peut pas interférer avec ce logiciel, on ne peut pas le faire évoluer, on ne peut pas mettre des triggers dans la base de données, on ne fait pas ce genre de choses. Donc ce périmètre, il est complètement, on va dire, il est figé. L'équipe B, elle, a d'autres types de besoins, c'est-à-dire que elle a besoin de récupérer les événements de modification de données, donc grosso modo des ajouts, des mises à jour et des suppressions, pour les capter et les envoyer dans une autre base de données, qui elle sera liée à la partie analytics. Donc par exemple, là on peut mettre du Maria, du Postgre, ça peut être du Cassandra, du Hadoop, du NoSQL, énormément de choses. Là on va juste parler base de données relationnelle, pour faire simple. Mais c'est pas une fatalité. C'est pas forcément dans la vraie vie. On peut mettre ça sur d'autres bases de données, plutôt big data, et puis après enclencher des processus de machine learning dessus, etc. Et donc le troisième élément, c'est que voilà, on a un logiciel de base, donc par exemple ici le progiciel de l'équipe A, mais il ne peut pas être changé. C'est la règle du jeu, il faut qu'on fasse avec. Et bien sûr, l'équipe B, elle, ce qui l'intéresse, c'est pouvoir faire de la data science, avoir des gros volumes, de l'analyse de données en temps réel, des tableaux de bord, peut-être du Pinot, des choses comme ça. Stocké dans un data lake, etc., etc. Voilà, ça c'est la problématique qu'on va travailler vraiment aujourd'hui. Et donc ce blog post, il est dédié à ça. Alors, on a de la chance, aujourd'hui, il existe des projets open source qui permettent de faire ça. Et donc là, on va s'occuper de Debezium. Donc Debezium, c'est simple, hein, leur credo, c'est très très simple. Ça tient en une phrase, leur produit. C'est transformer les bases de données en un système de streaming d'événements. Et ce qui est dingue, c'est que donc ils ont développé des connecteurs et qu'on peut même faire ça avec du DB2. DB2 sur ZOS. Donc c'est franchement, c'est génial, c'est vraiment impressionnant. Et je me dis, putain, mais c'est magique. Mais comment ça marche? Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça ne fait pas? Alors, ce qui est vraiment magnifique avec ce produit, c'est surtout ce que ça ne fait pas. C'est-à-dire que le premier réflexe qu'on pourrait avoir envie de dire, c'est qu'on met un proxy devant la base de données en JDBC, comme il en existait avant, et puis on captait tous les événements, et puis on faisait des redirections derrière, on dispatchait. Eh bien, c'est ce que Debezium ne fait pas. Debezium, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écouter au plus près tous les changements de la base de données.
Donc par exemple, à l'époque, moi j'étais DBA Oracle, donc c'était les archives log. Les archives log, on a toute l'historique de changement des données. Donc c'est une mine d'or de gestion du changement. Ensuite, je suis devenu DBA sur Postgre, et Postgre, ce sont des walls. Donc les walls, chaque fichier contient son lot de changements, quelle table, etc. MySQL, je ne suis pas un champion de MySQL, mais bon, il y a apparemment un répertoire ou un service qui s'appelle Binlog. Donc vous voyez, tout ça c'est lié à la technologie des logs, des bases de données qui loguent les changements au cours du temps. Donc ce que va faire Debezium, c'est qu'il va aller écouter, mais vraiment écouter au sens littéral, ces changements. Il va les comprendre, il va les transformer en événements dans un langage, dans un format standard. Et ce qui est magnifique, c'est que ça devient des messages, il les envoie dans un topic Kafka. Donc là, ça y est, on est en asynchrone. Et qu'à partir de là, ensuite, après, il peut servir plusieurs consommateurs derrière Kafka. Donc vous voyez, ce qui est magnifique, c'est que comme on est en asynchrone, en plus, si jamais on a une perte de réseau, une perte de service, on va accumuler des changements. Et quand le service sera revenu, on va les rattraper. Ou alors, si on veut avoir des refreshs vraiment timés dans le temps, eh bien, on va couper et rallumer à fréquence régulière au cours de la journée ou au cours de la semaine. Alors, comment ça marche? On capture les changements de données, donc ici. Ensuite, on les stream dans Kafka. Et ensuite, ici, à la sortie de Kafka, on vient consommer ces événements et on les distribue. On les intègre, par exemple, pour monitorer la qualité des données ou la fréquence. Data Warehouse, Data Lake, Analytics, Machine Learning, voilà. Et la magie, donc, elle se passe ici. On écoute vraiment ce qui se passe. Debezium scrute tous les changements et transforme ça en message Kafka sur des topics spéciaux. Donc, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va y aller. On va faire la démo from scratch. Donc, je vais sur le site de Debezium. Et ce qu'on va faire, c'est que vraiment, on va y aller en direct et on va voir un peu comment marche leur doc. Donc moi, ce qui m'a intrigué, c'est la partie essayer le tutoriel. Et donc, c'est ce qu'on va faire en direct. Alors, déjà, ce qui est super cool, c'est que, voilà, donc on va tout faire avec Docker. Tout est livré en image OCI. Et ce qui est super cool, comme je vous disais, c'est que également il supporte Podman. Donc Podman, très intéressant. Nous on l'utilise, mais aujourd'hui, pour faire simple, on va vraiment se concentrer juste sur Docker, vraiment faire tout ce qu'il y a de plus mainstream. Donc voilà, plateforme distribuée. Et ce qui est beau, c'est qu'on utilise des bases de données existantes et on transforme tout ça en stream d'événements. Et voilà, donc là vraiment, c'est ça, c'est vraiment, vraiment génial. On peut déclencher des événements au niveau du changement au niveau de la ligne. C'est ça qui est très très puissant. Et la magie ensuite derrière, c'est que on va utiliser Kafka et des connecteurs. Donc voilà les étapes principales. Donc c'est très bien expliqué. On va démarrer Zookeeper, on va démarrer Kafka, on va démarrer une base. Ensuite, on va ouvrir un client SQL sur la base de données. Puis après, on va jouer, on va passer des SQL et on va voir comment ça se matérialise dans Kafka. Voir comment ça se matérialise ces événements. Donc c'est parti. Alors, donc déjà, on va démarrer Zookeeper. Donc c'est parti, je prends ma commande. Voilà. Et là, je vais vous montrer, donc on va faire ça en cloud et from scratch. Donc, je vais ouvrir mon Ubuntu. Donc là, j'ai accès à un shell, à une VM. Vous voyez, hein, elle est vraiment, vraiment brute de décoffrage. Et donc je suis sur la dernière LTS, je ne suis pas encore en 24. Voilà, donc pour améliorer la démo, je vais me mettre dans ces conditions. Et
on va... Ah, zut. Alors ce que je vais faire, c'est que Zookeeper, je vais... Ah. Zookeeper, je vais le lancer en tâche de fond. Donc je vais juste un tout petit peu changer la ligne de commande. Comme ça, je garde mon terminal. Donc là, il ne trouve pas Zookeeper. Donc il va aller télécharger l'image normale. Donc on va voir si j'arrive à tout faire en live sans couper ni raccourcir. Donc on voit que ça va assez vite. On voit aussi que les images, elles sont délivrées. On passe par Quay, donc qui est la registry Red Hat, si je ne me trompe pas. Ok. Donc là maintenant c'est fait. On a démarré notre Zookeeper. On va tout faire par défaut et on va voir. Et vous voyez, les tutos avec Podman, c'est vraiment super bien fait. C'est rare hein, de voir ça, franchement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer Kafka dans un nouveau conteneur. Ok. Donc, ben, pareil, on va prendre ça. On va démarrer Kafka et on lui donne comme nom de conteneur Kafka. Donc là, à cet instant-là, qu'est-ce qu'on a comme processus? Donc, on a Zookeeper. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer Kafka. Donc pareil, je vais démarrer Kafka, mais en tâche de fond, pour pas être embêté. Puis pour pas avoir des terminaux qui traînent pour rien. Donc ça va vraiment vite. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on a bien... je vais ranger ça. Donc on a bien deux processus. Donc on a Kafka et Zookeeper qui sont comme ça. Donc déjà on a fait deux étapes. Donc pour l'instant on a notre pipeline qui est prêt à recevoir des événements. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer notre base de données MySQL. Donc là on se pose dans l'idée qu'on a un progiciel, on n'a pas la main dessus, mais on a une base de données MySQL. Donc là pareil, on va démarrer le MySQL et ce qu'on va faire, on va le démarrer en tâche de fond également. Donc ça va vraiment vite. Ok. Donc maintenant, on a trois processus, MySQL, Kafka, Zookeeper. Et maintenant, on va se positionner, on va faire le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on a tout qui est prêt, mais maintenant, ce qu'on va simuler, ça va être que l'application va injecter des données. Donc là, si vous voulez, si on veut, c'est l'aspect progiciel où on a une application qui écrit, à la rigueur, on ne sait même pas forcément ce qu'elle fait. Donc, je vais me mettre ici. Et là, je ne vais pas mettre en interactif parce que je veux récupérer ma commande en SQL sur la base de données. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette base de données? Ah, oui, il faut que je me positionne sur une base de données.
Ah voilà, donc on va utiliser la base de données par défaut de démo. Donc je vais juste faire propre. Voilà. Ensuite, je me positionne ici. Et qu'est-ce qu'on a comme table? Ah voilà, donc là on a dans table, donc là on est dans le progiciel. Je vais faire le ménage ici. Voilà. On est dans notre base de données et puis il y a des données. On va juste regarder. Voilà, il y a des données. Donc là, on liste les tables. Ah ben voilà, selected from customers. Donc on est dans ce cadre-là. Et maintenant, donc on est prêt. Et ce qu'il va falloir faire, ça va être démarrer le connecteur qui va faire le boulot. Donc voilà. Donc tout ça c'est au-dessus de Kafka Connect, mais c'est vraiment packagé de manière super simple. Donc on va démarrer tout ça. Donc bah allez, on le fait. Oups. Donc là je vais me repositionner ici pour les services. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner également en tâche de fond. Donc là, voilà, on a notre base de données, on a le client vers notre base de données. Là, on a toutes nos images, tous nos processus qu'on a lancés. Donc on va laisser tout ça s'installer. Hein. Donc vraiment, on part from scratch. Et voilà, on a la partie connect qui est là, qui tourne. Donc on a fait le boulot. Pour l'instant, vous voyez, j'ai pratiquement utilisé que les exemples du tuto. J'ai vraiment fait du copier-coller. Et donc, on va aller voir si Kafka Connect fonctionne. Donc pour ça, il y a une commande. Donc tout est organisé en API. Donc on va voir ce qui est répondu. Donc je me positionne ici. Et oui. Donc voilà. Donc c'est bien up. Et maintenant, on va aller voir en API également les connecteurs. Hein. Non, ça ne répond pas pour l'instant. Ah oui, ben voilà, c'est ce qui était attendu. On n'a pas encore enregistré les... J'ai pas lu la doc. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est déployer le connecteur MySQL. Donc, c'est lui qui va faire le boulot de scruter les changements dans MySQL, mais directement au niveau des logs, directement au niveau le plus bas des changements. Donc, on va enregistrer la base inventory, et puis après, on va regarder le connecteur démarrer. Et ok. Donc là, sur MySQL, ça s'appelle le binlog. Bon, chaque base a sa terminologie, mais en gros, c'est la même chose. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est y aller faire le truc et voir comment ça marche. Donc je prends la commande pour enregistrer le connecteur. La commande est un peu longue.
OK. Donc voilà, on a une 201. Donc HTTP 201. OK, donc on a créé le connecteur. Donc là voilà, hein, une ressource request has been succeeded and has led to création of a resource. Bah oui, c'est le connecteur qu'on vient de créer. Intéressant. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme connecteur enregistré. Ben, j'espère qu'on ne va pas revenir bredouille. On va nettoyer parce que c'est pas très clair. Voilà, donc là on a l'inventory connector. Donc là maintenant, il y a du monde. Et on va aller voir, donc vous voyez, hein, tout se fait en API, c'est vraiment super bien foutu. Quelles sont les tâches en cours? Debezium, MySQL Connector, et vous voyez que la configuration qu'on a utilisée par défaut, donc le topic, DB Server, Schema History, donc voilà, et on a toutes les informations du connecteur qui sont ici. Et ensuite, donc le but c'est d'aller voir le connecteur. Donc là, ce qu'on aimerait voir, c'est passer les logs. Donc alors qu'est-ce qu'on a? Donc maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est que on va aller regarder ce qui se passe sur Connect. Donc pour ça, on va aller se positionner dessus. Et là, on voit tout le boulot qui est fait sur le connecteur. Donc ça correspond à ce qu'on est en train de voir ici. Moi j'avais pris l'option de tout détacher. Mais donc là voilà, on y est. Et donc on voit les références à binlog, on voit que ça parle de producteur et on voit le boulot qui est fait avec l'inventory, la base, et le boulot qui continue à être fait en continu. Donc là, a priori, on est prêt pour passer à la suite. Alors, viewing a create event. Donc là, on va devoir créer un watcher. Donc ça, je sors, je nettoie. Et donc là aussi, alors cette fois-ci, on va rentrer en interactif, on va pas le passer en tâche de fond, et on va vraiment être aux premières loges. Donc voilà, je le passe ici. Et donc là, on voit que c'est extrêmement verbeux. Et on voit last name, first name, qu'on retrouve ici sur Customers. Donc on voit que là, on est aux premières loges des événements. Donc on est enregistré et là, on est prêt. On va pouvoir voir si c'est magique. Donc là, on passe en revue tout le contenu. Donc vous voyez, c'est du contenu structuré. Et donc on a par table les champs. Voilà, on a le schéma. Et puis ici, ensuite, last name, first name, etc. Et voilà.
Donc là, vraiment, on a tout le schéma de la base de données qui est remonté automatiquement, qui est allé faire l'introspection pour nous sur la base de données. On n'a pas besoin de le faire, c'est packagé en tant que service. Et donc après, on peut aller regarder dedans. Moi, maintenant, ce qui va m'intéresser, ça va être de faire des changements de données. Et on va voir ce qui se passe. Donc ça va être ça. Donc allez, hein, c'est parti. On va faire le changement. Donc voilà, on va prendre l'exemple. Hein. Donc ici, donc eux, ils veulent faire where id égale 1004, donc 1004 est ici, et je vais apporter le changement. Donc on est bien d'accord, ici on a la base de données, on se comporte comme le logiciel, et ici on regarde les événements que ça génère dans Kafka, pour après pouvoir les envoyer dans d'autres bases de données. Donc c'est parti. Et voilà. Donc là l'événement, il vient juste d'être capturé ici, et c'est sur le schéma. Et donc on voit tous les changements qui sont là et qui peuvent être récupérés après, derrière, pour faire l'inverse, c'est-à-dire prendre ce changement et le mettre en base de données dans un connecteur JDBC par exemple. Et bien sûr, le changement a été appliqué. First name Anne-Marie, voilà, on est ici. Donc là, on a fait un update et on voit que ça génère des événements. Donc vous voyez, il n'y a pas de... C'est pour moi qui insère dans la table, il n'y a aucun effet secondaire. C'est fait après. Donc il n'y a aucune perte de performance. Je n'ai rien installé sur la base de données en plus. Il n'y a pas de trigger, il n'y a pas de tout ça. Donc c'est ça qui est magnifique. Ensuite, deleting. Donc je déroule aveuglément, on va dire presque, ce qu'il me donne. Et là, cannot delete. Ah, j'ai un problème de foreign key. Donc on a la note. You must remove the reference. Ok. Donc j'enlève la référence. Et voilà. Et on voit les événements remonter de type delete, puisque delete, le fait d'enlever quelque chose, c'est une modification au même titre qu'un insert ou un update. Donc voilà, là on est arrivé au bout de la démo. Voilà. Et après, on a fini en fait la partie vraiment que je voulais vous montrer. Donc après, la suite de la démo, ça consiste à dire que si on a des pertes de connexion, et dès lors que les événements ont été poussés dans Kafka, et bien dès que la partie tierce qui consomme les données est de retour, les événements vont être à nouveau captés. Donc c'est très résilient comme processus de synchronisation. Donc voilà. Et après, donc on nettoie. Donc le tuto, il est vraiment super bien fait. Également, ce que je voulais vous montrer, c'est le connecteur JDBC. Donc c'en est un, mais voilà. Et celui-là, il est vraiment super parce que ça va vraiment avec le but de l'article du jour, de la démo du jour. Il est fait pour consommer les events de plusieurs topics. Donc là, vous voyez que c'est pas super, enfin c'est très complexe, c'est très complet mais assez complexe. Donc là, avec ce connecteur, on peut prendre tout ça et les écrire dans une base de données qui a une couche JDBC, donc n'importe quelle base relationnelle généralement. Et puis parfois, il y a aussi des bases en NoSQL, par exemple Neo4j, qui a un connecteur JDBC. Donc voilà, on met des différentes bases de données. Et ce qui est super, c'est que le produit gère les différents dialectes, donc on n'a pas besoin de s'embêter
on fait de la configuration et après il y a tout qui marche. Voilà. Donc après, hein, il y a beaucoup de choses sont possibles, mais ce qu'il faut se dire que c'est vraiment c'est open source et donc c'est gratuit et on peut l'utiliser comme ça. Également dans la vraie vie, donc ça c'est une démo. Dans la vraie vie, il y a, on peut faire ça avec du déploiement, bien sûr. Et donc dans mon article, je pointe les ressources qui permettent de faire ça. Avec cette fois-ci vraiment du code, surtout ici. Donc voilà, avec de la conteneurisation, de la composition de conteneurs. Et donc voilà. Donc là, ce qui est chouette, c'est que ça le fait avec Postgre. Et que bah, moi, je suis un grand fan de Postgre. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, ça finit la démo. Donc, vous voyez bien, on a commencé ici, on a fini là. J'ai utilisé la doc par défaut. J'ai tout démarré en cloud et from scratch. Donc, c'est un produit qui est très très bien packagé. Il s'appuie sur des briques qui sont open source, qui sont maintenues, qui sont disponibles. Donc, voilà, il ne reste plus qu'à utiliser et à découvrir ce super produit. Donc, les Bézium ici. Également, sur la page d'accueil, on voit que c'est en tout cas minima sponsorisé par Red Hat et les produits Red Hat, donc d'où la présence de Podman. Donc encore une super développeur expérience et un super produit. Moi quand j'ai découvert ce produit, alors que je connaissais a priori avant que la partie Oracle Golden Gate, vraiment c'était vraiment incroyable. Et puis les développements avancent très vite, donc franchement ça vaut le coup d'aller les follower. Et voilà, c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais il y a la 3.0 qui est en train de sortir. Et je suis pas encore allé regarder ce qui était au programme. Mais vraiment, quand j'ai vu le support de DB2 ZOS, là j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La démo est terminée. Je vais détruire ma VM. Vous voyez, là, c'est vraiment une VM, donc j'ai même pas besoin de sortir proprement. Ce que je fais, c'est que je vais la détruire. Voilà, ça y est, c'est fini. Et puis voilà, et donc rendez-vous sur l'article qui mettra ensemble quelques ressources et puis de la contextualisation métier, comme je viens de le faire. Voilà, et bien bonne découverte, bonne open source et surtout continuez à faire de la veille et puis n'hésitez pas à donner des feedbacks et surtout soyez curieux de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui et en particulier avec les conteneurs et l'open source. Allez, tata, ciao.